Faune en mouvement. Alors, le choix des sujets, le positionnement, le cadrage, la composition d'image. On revient un petit peu sur le cours précédent. On rentre un peu plus dans certains détails. Voilà. Le sujet. Donc, sujet calme, diodon. Là, c'est quelque chose qui se prête bien. On peut se rapprocher. C'est pas un poisson qui est pas peureux, donc c'est intéressant. On a le temps de faire de la mise au point. C'est pas trop rapide. C'est un sujet qui est intéressant à travailler. Toujours le cadrage, bah voilà, on lui laisse un peu le champ devant, on essaye de le cadrer correctement. La mise au point sur sa tête, là, sur le point fort, il est par là, donc près de l'œil, c'est net, donc c'est intéressant. Un fond sombre. Là, bah, sur les herbiers, il ressort parfaitement par sa couleur. Après, bah, un autre poisson, là, sur une diagonale, avec un certain contraste, parce que le fond, là, est clair. Et lui, il a une belle tache marron, donc il est assez intéressant. Dans son image, là, il est sur une diagonale en verticale. C'est assez dynamique. Après, bah, là, c'est un banc de poissons avec des requins qui sont au-dessus, là. Donc là, c'est important d'être en hyperfocal, de bien fermer son ouverture. Là, de travailler plutôt à 11 ou 16 pour avoir une grande profondeur de champ. Là, on voit que les premiers plans sont nets et les derniers plans sont nets également. Là, bon, le flash a un peu cramé cette image, mais au niveau graphique, elle est assez intéressante, elle est dynamique. Et le fond bleu, là, est intéressant. Il est beau. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'hyperfocal? Non. Hyperfocal. Non. Alors, en deux mots, l'hyperfocal, c'est la plus grande zone de netteté que l'on peut avoir avec un appareil photo. Donc ça, il faut connaître comment dire, ses distances minimum de mise au point. Et en fait, on règle le diaphragme sur une valeur assez fermée, genre 11 ou 16 ou 22 si on a 22, et on fait une mise au point assez proche. Et cette mise au point assez proche va nous permettre d'avoir une zone de netteté sur pratiquement depuis l'endroit de mise au point jusqu'à l'infini. Alors ça, c'est des techniques qu'on verra en piscine, et ça permet en fait de ne plus toucher à sa mise au point. Et bah, c'est très pratique, notamment sur les photos d'épave. Sur le sujet, donc, en mouvement, ce que je vous disais tout à l'heure, pas hésiter à être sur du 160, voire plus. Sur la perche, ça c'est pareil, ça c'est un bouillon également. Bah, elle est nette, quoi. Elle est nette parce que la vitesse est suffisamment élevée. C'est pareil, un poisson papillon là qui est sur une vitesse qui est pas forcément trop grande, mais bon, il est en mouvement, donc vaut mieux avoir une vitesse suffisante, quoi, au moins 125e pour prendre ce genre de photo. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le réglage pour ce type d'image, choix de l'objectif, sa valeur, voilà les paramètres qu'on va aborder. Alors, la photo d'ambiance, c'était dans une épave, le flash qui nous éclaire le premier plan. Là, c'est une échelle qui est tout envahie par les algues. La tôle du bateau qui est déchirée, le côté du bateau. Et au fond, bah, on a le plongeur, la plongeuse, Arlette, Scarlett, hein, c'est ta combi? qui passe dans la petite fenêtre. Là, ce qui est intéressant, donc on est réglé sur le grand angle. La plupart du temps, on aura toujours d'ailleurs l'ouverture de votre APN sur le grand angle, hein, sur le maximum d'ouverture. Le flash, lui, va déterminer, donc le réglage du flash va saisir toute la partie premier plan qui est là. Cette partie premier plan est entièrement éclairée par le flash. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, le réglage du bleu ou d'arrière-plan, c'est important parce que là, le flash n'éclaire pas du tout le sujet. Et le réglage que vous aurez fait de votre vitesse va vous permettre d'avoir un arrière-plan qui, lui, qui sera bien éclairé, qui aura une belle lumière. Là, c'est pareil. Donc, on revient pour bien comprendre l'hyperfocal. On est assez fermé au niveau réglage. Donc, toujours 11, 16, plus si on a, pour avoir une belle profondeur de champ. Donc là, c'est net au premier plan, c'est net en arrière-plan.
On a une grande profondeur de champ parce qu'on est sur de l'hyperfocal. Donc, sur un diaphragme fermé. Et tu as combien d'ISO là? J'étais sur du 200. Là. Je vais être sur du 200. Et là, il y a un dôme grand angle ou pas? Non, là, c'est juste en grand angle. D'accord. Il n'y a pas de dôme, il n'y a pas de lentille. Donc, c'était une épave en Corse. Là, ce sont d'autres images un peu dans le même principe. Alors, toujours l'arrière-plan, comme je vous disais, le bleu, il faut essayer de le traiter dès le départ, de faire son réglage dès le départ pour le bleu. Là, on a le poisson papillon, pareil. Là, lui, il est éclairé par le flash. Et derrière, on a une lumière de bleu qui est intéressante. Même tout ce qui est éponge, là, c'est quand même, et roche, ça reste un vert correct. Bon, là, c'est pas très profond. Hein. Donc, on bénéficie aussi de l'éclairage naturel. Un éclairage mixte. Ici, c'est sur une épave. Donc, premier plan éclairé par le flash. On a un petit peu de particules. Et second plan, le bleu avec ces deux plongeuses qui se promènent derrière. Donc là, pareil, intérêt d'être un peu fermé au niveau diaphragme. J'ai remis la même au départ, là, sur les 3 idées. Là, un plongeur également qui passe en arrière-plan pour le bleu. Donc, le récapitulatif, hein, diaphragme fermé, en grand angle, ou lentille additionnelle, hein, si vous avez une lentille grand angle ou un dôme, ou un objectif grand angle pour ceux qui ont des objectifs interchangeables, pour les hybrides ou les ex. Donc, suivant les possibilités de chacun, évidemment. Et voilà, on va passer au suivant. Moi, j'ai une question. Bien sûr. Est-ce que tu sais si sur le TG6, on peut utiliser une lentille grand angle en plus? Pour le caisson? Ouais, pour le caisson. Ouais, ça existe. Hein. Enfin, c'est Ça un existe? dôme. C'est un Ouais, dôme un additionnel. dôme. Ouais. Et je sais même pas si on peut. Non, je sais pas. Sur l'appareil, je pense pas, mais tu te mets en grand angle et avec un dôme à l'extérieur, un dôme humide là, qui se Oui, rajoute c'est sur ça. le. C'est ce que Stéphane, mon ami, en a un, il veut me le prêter. Et du coup, le vendeur d'Enfer, il lui disait que de d'Enfer Photo, il lui disait que ça allait peut-être vignetter. Ça allait, pardon? Ça allait faire ça allait vignetter autour. Mais c'est quoi comme réglage que tu dois mettre quand tu utilises le grand angle? Tu mets grand angle toi-même. Enfin, il y a un Ah, tu mets réglage. grand angle sur l'appareil photo et le dôme. D'accord. Ouais. Non, ça pose pas de problème. Si tu as un flash additionnel, il faut faire attention que le flash ne soit pas trop en avant. Le flash, il doit rester au niveau du boîtier, D'accord. enfin, au niveau de ton caisson. Ouais. Et surtout pas en avant, parce que quand tu as un dôme, le flash se reflète sur ton dôme et ça Oui, va te faire des points blancs dans ton image. Ça va faire des reflets. Alors sinon, moi, je vois ce que veut dire Laurence, parce que avec certains caissons et certains appareils, quand on met soit une lentille additionnelle, soit un dôme, il faut zoomer légèrement pour sortir du vignettage. Ouais. Parce qu'en fait, il y a certains appareils, on voit les bords de l'objectif. Oui, c'est ça. C'est Voilà, ça. c'est Et ça. lui, c'est sur un Canon. Voilà, Lui, il a un tout à Canon fait. G12, je crois, ou je sais plus Ouais. lequel. Ouais. Et lui, il est obligé de zoomer pour pas avoir le Légèrement. vignettage. Ah Tout bah à oui. fait, ouais. Ouais. C'est pas Juste pour sortir du vignettage. c'est D'accord. pas le seul problème. Moi, j'ai un problème, Bah, moi, j'ai un problème aussi. je l'avais auparavant, le G12, avec et ça fait ça avec la lentille macro. Notamment, oui. Et là, tu as carrément le rond dans, Ah ouais. dans l'écran. Tu as le rond. Ça fait un effet. Hein. Oui, ça fait un effet. Ça peut être un effet. Mais sinon, tu zoomes un peu. Alors, c'est un petit peu délicat, mais tu zoomes pour échapper à ce rond. D'accord. Ça c'est le premier problème. Mais l'autre problème, ça dépend aussi de la longueur du hublot. Et Oui, aussi. le problème que j'ai eu sur mon premier G9, justement, c'est que le hublot qui est fourni avec était trop long. Et du coup, ça donne une photo qui est nette au centre, mais qui est floue sur les bords. Ouais. Et avec un dôme ou en macro? Non, en grand angle, enfin. Ah, en grand angle, ouais.
Il a fallu que je mette un hublot plus court. Ouais. Oui, alors ça t'oblige à changer ton hublot. Oui. Et le problème, c'est que certains appareils, du coup, sont pas compatibles parce que du coup, ils viennent buter sur le hublot et du coup, ça marche pas. Oui, et puis tu as acheté un dôme pour rien ou parce que tu peux pas modifier. Ouais. Pareil, je peux plus m'en servir parce que justement, c'est le mauvais coup, ça. Je peux pas mettre un plus court, sinon ça bute. Ouais. Tu peux pas mettre sur le caisson, tu peux pas mettre un hublot plus court. Non, non, parce qu'après, c'est l'appareil qui vient taper dedans et du coup, il se met en Ah ouais. Même quand tu es en grand angle, l'objectif, il vient taper dedans. Exactement. Quand il s'allume, il se dévale. Il vient taper. Ouais. Ouais. Et ça, c'est moche. Hein. Mais après, tu vois, quand on est même sur les appareils hybrides, c'est pour ça qu'on change les hublots du caisson. Mmh. On est obligé de changer les hublots de caisson parce que l'objectif, il rentre pas, sinon. Il faut que ça soit, t'as un hublot par objectif. Ouais. Ça devient compliqué et ça coûte cher. Sur les caisses d'APN, là, des fois, il y a des mauvaises surprises. Du coup, j'essaierai sous l'ouvroir. Je ne l'ai jamais essayé encore.